Je piche vraiment pas pourquoi vous avez scindé ça en deux saisons, si c'est pour terminer sur cette note-là. Il y a un peu de cliffhanger, mais c'est clairement de la cliffhanger de mi-saison et pas du cliffhanger de fin de saison. Et il n'y a rien de vraiment grandement satisfaisant ou impactant là-dedans, quoi. Le développement, ils sont intéressants à envisager pour la suite, mais ouais, on sent que c'est un peu artificiel la façon de déconstruire une saison en deux comme ça. Alors que ça devrait être 13 épisodes par saison. C'est juste pour dire que le développement fil rouge qu'on a, ça va. Il est plutôt sympathique, mais il mérite pas cette distinction de grand final de saison, quoi. C'est un détail, hein, c'est pas ça qui gâche l'épisode. Ce qui gâche l'épisode, c'est que on a une configuration ultra classique et convenue, comme dans la fin de la saison 1. Je me tape des tonnes de cases à cocher dans une configuration qu'on a vue des tas et des tas de fois. Hein, la première fois avec la saison 1, c'était nos héros doivent tenir le fort contre les méchants, avec le rebondissement ultra prévisible, aucune nouveauté, aucune ambition particulière, aucun éclat dans la mise en scène qui se démarque. Donc vous m'excuserez à nouveau, hein, je ne trouve pas ça sensationnel. Hein, s'il suffit de faire des trucs ultra convenus, mais de façon correcte pour vous plaire, tant mieux, pas pour moi. Hein. Et c'est exactement la même chose ici, seulement c'est une configuration plus mollassonne, puisque c'est la configuration du jeune ado qui cache à ses parents quelque chose de peur de les décevoir, et il y a le drame et surtout la grosse comédie bien grasse où il essaye de noyer le poisson et on sent que ça s'enlise. C'est ça le principe. Et la seule nouveauté là-dedans, c'est que les parents sont gays. Hmm, c'est 90% de l'épisode, hein. Je veux dire, 10% de l'épisode c'est pas trop mal, mais 90% de l'épisode c'est ça. Hein, je vais parler rapidement de ce qui se passe en second plan parce que cette partie-là ça va. Je trouve que plus ça va, plus on ridiculise un peu trop l'approche de Scorpia et sa relation avec Catra pour rendre ça pleinement légitime, mais en dehors de ça, ça va quoi. Il y a Catra qui est totalement déboussolée, énervée de ce qui se passe, de comment elle s'est fait avoir, et donc elle dit allez soyez sur le qui-vive, faites gaffe, etc. Et j'essaye de rien dire, mais Scorpia vient la voir, elle finit par se confier à elle, de façon à nouveau un peu trop ridicule, un peu trop gamine, mais elle finit par se confier à elle en disant que Ténébras s'est barré et elle, et elle panique un petit peu pour ça. Scorpia dit ouais je suis là pour toi, on fera ensemble, mais ça ira pas très loin puisqu'ils ont été espionnés par le diablotin de Hordak qui avance ça. Et il lui fait faire un dernier test en lui disant alors tout s'est bien passé avec Ténébras et elle essaye de noyer le poisson en mentant, mais c'est là qu'elle se fait totalement griller par son maître qui la considère comme un échec total d'avoir tout raté du début à la fin. Et ça se termine sur elle qui est pris dans ce fameux engin qu'on avait montré à l'épisode 3 ou 4. Épisode 3, ça me semble, épisode 3, qui rabaisse l'atmosphère, qui enlève l'air de l'atmosphère ou un truc comme ça, ce qui amène à ce que, ouais, elle va être prisonnière et pas super bien traitée, mais j'imagine que Scorpia va essayer de la sauver à nouveau. Je pense que son petit commando, là, des trois autres gars qu'on voit régulièrement, on n'aura pas grand chose à foutre. Hein, et on voit qu'il n'y a pas eu une énorme attache qui s'est créée entre eux, mais sait-on jamais peut-être. Mais bon, voilà, ça c'est mis en place. Et ça va, j'ai rien de spécial à dire. Juste deux, trois petits détails d'approche sur la relation Scorpia-Catra, mais en dehors de ça, ça va. Parallèlement, donc, le très 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 gros du morceau, ça va être donc toute une histoire autour de Flèche d'Or. Flèche d'Or qui est toujours en train d'étudier le signal qu'il a eu sur sa tablette dans l'épisode précédent et qui a un signal qui l'amène à se dire d'aller quelque part, et ce qui fait qu'il laisse un message à Scintilla, et c'est la première fois qu'il fait ça
de toute la période où ils ont traîné ensemble. Je tiens à le préciser parce que c'est complètement ridicule. Voilà, il laisse un message à Cynthia en lui disant que tout va bien. Ce qui inquiète Cynthia, parce que voilà, s'il laisse un message comme ça, c'est que il doit y avoir quelque chose qui veut nous cacher, que c'est un petit peu important, et donc elle piste sa trace pour finir par le retrouver dans une grande bibliothèque où il se fait passer pour ce qu'il n'est pas, parce que voilà, ses parents, qui sont deux hommes, hein, donc il a été adopté, hein, j'imagine, ils ont fait appel à une mère porteuse ou un truc comme ça, sont persuadés que c'est un féru d'histoire et qu'il n'est pas en lien avec la rébellion ou l'action sous toute forme. Voilà. Et c'est plus ou moins ça le truc. Enfin, il va pas y avoir grand chose de particulièrement spécial à dire là-dessus. C'est la situation, les gags ultra typiques où ils forcent les filles à mentir, un mensonge entraîne un autre, c'est l'avalanche. On dit ouais, j'essaie de trouver une excuse, sans en amène une autre, tout ça, tout ça. Une tonne de gags. Waouh, 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 waouh. On dit oh mon dieu, quel quiproquo, quel théâtre de vaudeville. C'est tellement plat, remâché, vu et revu, ça. Je vois absolument rien de spécial dans la mise en scène, dans la façon dont c'est amené, dans la façon dont c'est écrit, qui me fasse dire que ça vaut quelque chose de plus par rapport à ce qui a déjà été fait avant. C'est une bête copie, une pâle copie de ce qui a déjà été fait. Et je m'en fous royalement, hein. Je m'en fous royalement de quasiment tout le déroulé. Les seuls petits points intéressants qu'il y a là-dedans, c'est que ce sont des historiens. Donc, oui, les parents de Flèche d'Or sont des historiens, donc ils savent certaines choses sur l'histoire des fondateurs, tout ça. Il n'a jamais pensé à leur demander. Genre, ça fait combien de temps que tu es pour la rébellion et que tu sais qu'il y a un truc avec les fondateurs, t'as jamais pensé à essayer de voir avec eux s'ils pouvaient pas, non, même de façon un peu subtile, t'as jamais pensé à faire ça, Flèche d'Or. Voilà, il y a à nouveau, quoi, elles ont été prévenues pour la toute première fois que Flèche d'Or partait en disant tout va bien par une flèche, quoi. C'est la toute première fois qu'il fait ça, alors que c'est pas la première fois qu'il essaye de faire croire à ses parents qu'il est historien et qu'il fait partie de la rébellion. Ce genre de truc, c'est tellement grossier et ça n'a pas de grande force, mais bon, en tout cas, voilà, ils sont historiens et donc va y avoir un lien un petit peu intéressant avec les recherches qui sont faites. Et le fait qu'il y a un passé avec les princesses et leur tentative de combat contre Hordak, la dernière génération, qui l'a fait se sentir trahi parce que son village a été réduit en flammes lors de cet assaut. Je sais pas exactement ce qu'ils ont fait. J'espère qu'on dédiera un épisode, au moins un épisode, à la tentative qu'a fait la génération précédente. Parce que pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont essayé, ils ont raté. C'est tout ce que je sais, hein. Il n'y a rien que vous me dites de plus, hein. Il y a tellement d'informations qui viennent au compte-gouttes, je vous jure, hein. Enfin bref, donc voilà, il y a ce truc qui est un tout petit peu intéressant de la part d'un des deux papas. Hein, l'autre, c'est pas tout à fait, mais presque un stéréotype de la précieuse, dirait-on, hein, l'extravagante, pas tout à fait, ça n'est pas tout à fait à ce stade-là, mais ça flirte un peu avec ça, quoi. Un petit peu. Hein, donc, c'est, en termes de représentation, pas sans sas, je trouve. Hein. Et c'est, dans un sens, je ne vais pas dire que c'est rien non plus de montrer de façon claire, directe, deux papas. Voilà, un couple homosexuel élevé plusieurs enfants, parce qu'on dit qu'ils ont en tout et pour tout 13 enfants, il me semble même qu'ils disent 13 garçons. Est-ce que ce serait la famille de Hans? Est-ce que c'est le même principe? Hans de la Reine des Neiges, il a 12 frères et sœurs. Tiens, c'est comme pour Flèche d'Or. Si ça se trouve, il y a un lien. En tout cas, ouais, quoi. C'est bien de montrer ça cash. De pas faire de parallèles, de métaphores ou quoi que ce soit. De dire couple gay, on a élevé des enfants, tout va bien et on accepte ça naturellement. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais une fois qu'on va au-delà de ça, ce que ça raconte, je m'en bats les couilles, quoi. J'en ai absolument rien à foutre de ce
cas cliché de situation familiale avec la comédie prévisible et le drame prévisible. Parce qu'à un moment donné, comme par hasard, Shira va tomber sur un objet qu'ils ont parce qu'elle aura un petit peu lâché le fait qu'elle sait parler la fameuse langue des fondateurs, hein, qu'elle sait la lire, et donc elle active une machine, c'est une espèce de verre robot géant qui protège une technologie, la technologie des fondateurs, et donc ça fout le bordel, et à cause de ça, il y a Adora, puis Cynthia, puis Flèche d'Or qui doivent se dévoiler pour montrer que ce sont des combattants. Flèche d'Or qui dit voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça, je suis avec la rébellion, et leur père et ses pères qui disent ok, très bien, nous t'acceptons tel que tu es, et il fallait pas croire que on te renierait pour ça, on t'aime, tu es notre fils, c'est joli, tout le monde pleure, blablabla. Voilà, c'est pas intéressant. Il n'y a aucune voie, aucune direction, aucune piste qui n'est prise pour appuyer une quelconque ambition, une quelconque intention de se détacher des travers habituels, des ficelles typiques de cette configuration. Donc je m'en tape. Hein, j'ai jamais trouvé ça très intéressant, ce genre de configuration. Je veux dire, autant à la configuration où on défend un fort au péril de nos vies avec les rebondissements et les moments où on craint que ça va mal se passer, je vois un petit peu l'attrait dans le côté tension de la chose, mais il n'y a pas de tension, c'est de la comédie foutoir et du drame facile qu'on voit venir à des kilomètres, donc je m'en bats les couilles, quoi. Je m'en bats totalement les couilles de cet épisode à cet égard-là. Hein, mais au bout d'un moment, donc, tout le monde est accepté, vive la vie, et on finit un petit peu par revenir sur le fameux indice qu'ils ont eu dans l'épisode précédent sur Serenia. Hein, donc ces papas savent que Serenia est en lien avec quelque chose. Ils finissent par reconnaître les symboles et qui sont une constellation en fait. Ça représente une constellation qui représente les grands héros de l'univers, hein, pas juste d'une planète mais de l'univers. Ils ont conscience qu'on est dans une grande galaxie avec des tonnes de planètes. Ce qui n'a pas l'air d'être de notoriété courante. C'est un truc que seules les élites connaissent. Parce que Entrapta ne le savait pas par exemple. Alors que quand même, elle est plutôt érudite, Entrapta. Hein, bon, plus en termes de technologie, mais quand même, c'est un peu surprenant qu'elle sache pas ça, elle. Donc oui, c'est un truc spécifique que sachent très peu de gens, hein, sans doute. Hein. Donc, oui, grâce à ça, ils savent que c'est lié donc à une autre héroïne de l'univers. Ok. Et ça permet de pister, via une logique que j'ai moyennement saisie sur le coup, l'endroit d'où provient le signal, qui se trouve dans un désert de je sais plus quoi, enfin un désert cramoisi, c'est ça, le désert cramoisi, qui est un désert vraiment difficile à vivre, et donc non, n'y allez pas, c'est trop dangereux, et apparemment ils sont d'accord pour pas y aller, donc ok. Voilà, et si ça se termine plus ou moins là avec un dernier cliffhanger où Adora donc accepte de pas y aller, en tout cas pas tout de suite, et Ténébra finit par revenir vers elle. Et voilà, c'est là que ça se termine. Elle est en train de dormir et il y a Ténébra qui l'approche. J'imagine pour renouer un petit peu, c'est pas comme si elle avait beaucoup de choix. C'est pas comme si la Horde allait la réaccepter, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer avec Ténébra, c'est pas mal ça, mais voilà, j'apprécie les petits cliffhangers qui sont mis en place sur la situation de Catra et le retour de Ténébra auprès d'Adora d'une façon dont on n'est pas sûr, donc ça peut promettre par la suite, mais en dehors de ça, c'était assez plat. Je n'irais pas dire que c'était mauvais, mais c'était assez plat. Et ça représentait cette partie-là, un gros 90% de l'épisode. Donc c'est le plus important à retenir, quoi. Et c'était pas fameux. Hein. Un peu à l'égard de cette saison 2. Je veux dire, il y a 2 épisodes qui valent le coup, sincèrement. Et le reste, c'est soit juste acceptable, soit discutable. Hein, donc 2 épisodes sur 7 qui valent vraiment le coup sur la totalité, c'est quand même pas un super ratio, quoi. Je suis désolé. Mais ce sur quoi ça termine, ça peut promettre des rebondissements pas mal par la suite.
On verra ça dans la saison 3, qui d'après ce que j'ai compris, de la part en tout cas des gens qui sont fans de la série, est la meilleure du lot. C'est peut-être parce que c'est la plus courte aussi, 6 épisodes, donc on a moins le temps de se faire chier. On verra bien. En tout cas, à bientôt pour cette saison 3. Bye!